laisse. Oui, on passe donc à la communication suivante et c'est monsieur Émilien Chebib qui, va donc présenter la validation d'un projet de formation aux inhalations et extractions de corps étrangers trachéobronchiques dans le cadre de la simulation en santé. Émilien, c'est à vous. Ouais, bonjour, je partage mon écran. Hop, excusez-moi, j'ai un souci, juste un instant. Je réessaye, pardon. Monsieur Pascal Blanc. Ah ouais, Est-ce c'est bon. est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous avez un bruit de fond d'écran? Pardon? Est-ce que vous avez un bruit de fond d'écran? Un bruit de fond? Non, j'ai pas de bruit de fond. Très bien, j'entends tout d'accord. Vous voyez mon écran et vous m'entendez bien? Oui, oui, c'est parfait. D'accord. Donc, chers académiciens, chers membres du jury, je vous remercie de m'offrir l'opportunité de pouvoir présenter le projet de mon Master 2 que j'ai réalisé l'année dernière, donc qui portait sur la validation d'un projet de formation au syndrome de pénétration et inhalation de corps étrangers trachéobronchique dans le cadre de la simulation en santé. Je vous présente ce projet dans le cadre du prix de l'innovation pédagogique en chirurgie. Ce travail a été réalisé dans le centre de simulation Illumens à Paris et a été encadré par le professeur Tessier et le professeur Bacos. Donc, les inhalations de corps étrangers trachéobronchiques correspondent en fait à l'aspiration d'un corps étranger au niveau des voies aériennes inférieures. C'est une pathologie qui touche principalement les enfants de 1 à 3 ans et qui est très connue et redoutée par tous les ORL pneumologues et urgentistes pédiatres, car une des complications redoutées est la mobilisation du corps étranger lors d'un effort de toux au niveau des cordes vocales et qui peut conduire à l'asphyxie de l'enfant et au décès très rapide. Il s'agit encore aujourd'hui de la 4e cause de décès aux États-Unis. Le geste reste techniquement assez difficile et stressant, et donc pour toutes ces raisons, les jeunes chirurgiens ont très peu d'expérience en tant qu'opérateurs avant la prise de garde de seniors et qui se retrouvent parfois, sans avoir quasiment jamais vu et jamais fait, à devoir extraire un corps étranger. Donc pour toutes ces raisons, cela justifie la création d'un programme de formation pour les jeunes chirurgiens. En ce qui concerne les voies aériennes inférieures, il faut bien différencier 2 situations. La première est l'exploration des voies aériennes inférieures, dont l'outil de référence est le bronchoscope souple, comme on peut le voir en haut à droite sur l'image. Et pour la bronchoscopie souple, il existe une multitude de simulateurs qui sont commercialisés et même dans la littérature pour former les jeunes chirurgiens. Par contre, en ce qui concerne l'extraction de corps étrangers des voies aériennes inférieures, l'outil de référence est la bronchoscopie rigide et il n'existe aucun simulateur, ou en tout cas les simulateurs qui existent et qui sont utilisés pour la bronchoscopie rigide ne sont pas dédiés à la bronchoscopie rigide et donc ça peut poser certains soucis de compatibilité. En ce qui concerne les objectifs du projet, les 2 principaux objectifs étaient la conception d'un simulateur qui devait être reproductible et économique, et ensuite la mise en place de la formation pour former les jeunes chirurgiens. Les objectifs secondaires consistaient à évaluer l'apport de la simulation. Le cahier des charges de notre simulateur devait répondre aux points suivants. Il fallait qu'il soit pratique, puisque d'une session de simulation à l'autre, il fallait qu'on puisse insérer et retirer des corps étrangers assez facilement et les mettre dans des endroits différents de l'arbre trachéobronchique. Il fallait qu'il soit réaliste, assez proche de la réalité, donc déjà en termes de propriétés physiques, élasticité, frottement, mais également au niveau esthétique, il fallait que l'aspect endoluminal, lorsqu'on regardait à travers le bronchoscope, soit proche de la réalité. Il fallait qu'il soit facilement reproductible en cas de détérioration du simulateur et il fallait qu'il soit réalisable à faible coût. En ce qui concerne les sessions de simulation, nous avons décidé de réaliser ces sessions sur des demi-journées et qui suivaient le programme suivant avec un cours théorique sur les inhalations et les extractions de corps étrangers, des ateliers procéduraux où les jeunes chirurgiens apprenaient à monter des bronchoscopes et à manipuler un bronchoscope au sein des voies aériennes inférieures, et puis ensuite des sessions de simulation haute fidélité avec des scénarios d'une dizaine de minutes où 3 jeunes chirurgiens participaient à ces scénarios. L'un jouait le rôle de senior, l'autre le rôle d'interne et enfin l'un le rôle d'IBOD. Et puis d'un scénario à l'autre, il changeait de rôle. Et dans chaque scénario, il y avait la présence d'un facilitateur anesthésiste qui jouait le rôle donc d'un anesthésiste qui avait pour objectif donc d'augmenter le réalisme de ces scénarios et d'augmenter aussi l'immersion au sein d'un bloc opératoire reproduit en centre de simulation.
Afin d'évaluer l'apport de la formation, nous avons demandé aux jeunes chirurgiens de remplir 2 questionnaires. Un premier questionnaire sur les connaissances et un autre questionnaire sur le ressenti face à une situation d'extraction de corps étranger. Ces évaluations ont été remplies le matin même de la simulation, juste après la simulation, mais également à 3 mois pour voir ce qui restait au long cours. Donc, en ce qui concerne les résultats, donc la première partie de mon master, ça a été de participer activement à la conception de ce simulateur, avec à gauche la vue externe du simulateur, qui est réalisée en silicone. Au milieu, les vues endoluminales, avec en haut, donc en A, la carène, en B, la branche souche droite, en C, la branche souche gauche, et en petit d, en bas, une cacahuète qui est située au niveau de la branche souche droite. Ici, c'est juste pour vous montrer comment on adapte notre simulateur à un mannequin standard d'intubation orotrachéale, comme on peut le trouver dans tous les centres de simulation, afin de réaliser ces simulations. Ce simulateur a été présenté et testé par 7 ORL pédiatriques qui ont l'habitude de faire de la bronchoscopie rigide, et nous leur avons demandé de noter de 0 à 5 sur plusieurs points le simulateur, donc notamment sur l'aspect endoluminal, les propriétés physiques du simulateur par rapport à la réalité, etc. Et on voit que toutes les notes, tous les points sont supérieurs à 4 sur 5, ce qui en fait un simulateur assez proche de la réalité. Ici, une petite vidéo pour vous montrer donc un bronchoscope qui est inséré au niveau de la branche souche droite. On insère une pince porte optique à travers le bronchoscope, et on va pouvoir extraire la cacahuète. Ici, on arrive au niveau, lorsqu'il y a une petite pause, voilà, au niveau de la carène. On a la carène ici, la branche souche droite en profondeur, et la cacahuète qui est ensuite extraite au niveau des voies aériennes supérieures, puis par la bouche. En ce qui concerne les apprenants qui ont participé à la formation, ils étaient tous internes. 98 internes ont participé, 98 internes d'ORL, et cela correspond à 28% des internes d'ORL de France, donc ce qui n'est pas négligeable. Pour atteindre ce chiffre, nous nous sommes baladés de ville en ville avec nos simulateurs et nos mannequins, à Paris, Tours, Nancy, Lyon et Montpellier, et d'autres villes sont à venir dans les semaines et mois à venir. Et donc, nous avons réalisé ces simulations. Comme prévu, enfin comme anticipé, les apprenants avaient une très faible expérience dans les extractions de corps étrangers, puisque 66% d'entre eux n'avaient jamais vu d'extraction de corps étrangers et 100% d'entre eux n'avaient jamais extrait de corps étranger. Ici, une vidéo pour vous montrer pendant la session de simulation. Le jeune chirurgien a inséré le bronchoscope au niveau de la branche souche gauche pour extraire le corps étranger. Il insère une pince par le bronchoscope. Il est resté manifestement un peu trop longtemps dans la branche souche gauche, et donc l'enfant commence à désaturer, on le voit sur la saturation ici. L'anesthésiste qui est présent ici demande au jeune chirurgien de se repositionner au niveau de la trachée pour pouvoir reventiler les 2 poumons. Et puis on va voir que lorsque le jeune chirurgien est situé au-dessus de la trachée, on va voir la saturation qui remonte, et lorsque la saturation est de nouveau satisfaisante, il va pouvoir retourner dans la branche souche gauche pour retenter une extraction de corps étranger. En ce qui concerne l'évaluation sur les 2 questionnaires qu'ont rempli les internes d'ORL, il y avait un questionnaire sur l'évaluation des connaissances et un questionnaire sur l'évaluation du ressenti. On a en bleu les réponses les résultats avant la session de simulation, en rouge juste après la session de simulation, et en vert à 3 mois. On voit qu'on a une amélioration significative, que ce soit pour les connaissances ou pour le ressenti, du résultat entre avant et après la simulation, mais également entre avant et à 3 mois de la simulation. On note également qu'il y a une baisse très légère, mais une baisse significative malgré tout, entre après la simulation et à 3 mois, et cela renforce l'intérêt de réaliser ces sessions de simulation de manière répétée au cours de la formation. Donc, en conclusion, ce projet de master nous a permis de concevoir un simulateur innovant et adapté à la bronchoscopie rigide, qui est facilement reproductible. Nous sommes en train de publier un article qui porte sur en fait un guide pour réaliser ce simulateur à la maison. Et ce simulateur est très économique, puisque chaque simulateur coûte 8 € quand on compare ça à des mannequins qui coûtent parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et nous avons pu valider notre formation sur un large échantillon d'internes d'ORL,
sur plusieurs centres, sur le plan des connaissances et du ressenti global. Et nous avons montré un impact sur les pratiques cliniques qui est en fait l'objectif principal de la simulation en santé, puisque à 3 mois, plusieurs internes nous ont rapporté qu'ils ont assisté à des extractions de corps étrangers après la session de simulation et que la session de simulation leur a apporté un net bénéfice sur la gestion du stress, sur le geste technique et sur la communication avec l'anesthésiste, qui sont les 3 points principaux d'une extraction de corps étranger en sécurité. Je vous remercie pour votre attention. Très bien, bravo. Très belle présentation, très claire. On a presque envie de s'y mettre, même quand on ne fait pas d'ORL, d'aller chercher des cacahuètes. Y a-t-il des questions dans la J'en aurais une qui arrive, si tu peux. Merci. Oui, merci pour la présentation et bravo pour avoir été capable de créer justement quelque chose qui soit peu onéreux. Parce que des fois, il suffit d'avoir quelque chose qui soit simple, qui soit efficace, quoi. Ma question, c'est que j'ai vu donc l'évaluation des connaissances, évaluation du ressenti. L'évaluation pratique était quelque chose aussi de subjectif. Est-ce que vous envisagez de poursuivre des études justement pour côté, d'un point de vue très pratique, l'amélioration de la courbe d'apprentissage? Alors oui, bien sûr, on a prévu en tout cas là, je suis en étroite collaboration avec la coordination du DES d'Île-de-France et peut-être même, enfin, on a commencé les discussions avec le collège d'ORL de France pour réaliser ces simulations de manière un peu répétée au cours du cursus, peut-être probablement au moins 2 ou 3 fois au cours du cursus, au début de l'internat, au milieu de l'internat et en fin d'internat, pour voir s'il y a une amélioration du geste, s'il y a une augmentation de la rapidité de l'extraction de corps étrangers. Mais également aussi, en fait, l'extraction de corps étrangers, c'est quand même, si on resitue le geste, c'est très stressant pour l'anesthésiste qui n'a pas l'accès à la tête puisque c'est l'ORL qui ventile via le bronchoscope, mais également pour l'ORL qui a peur des complications potentielles. Et donc, on peut évaluer également si la communication avec l'anesthésiste, qui est un point primordial pour ce geste, s'améliore au fur et à mesure de la progression de l'interne dans sa formation. Très bien, je vous remercie.